Action. When the shell is a limit, the self needs to go AWOL. I'm not this saberless fake. I'm not this rapid and made. I'm not this saberless fake. I'm better off with my scars. Alors avant de commencer, on va faire un petit récap sur ce que c'est que les araignées. C'est quoi, ça vient d'où, pourquoi, quand, qui, on va voir. Eh bien les araignées, à votre grande surprise, ce sont des animaux, mais ce ne sont pas des insectes, ce sont des arachnides. Et les arachnides, c'est une classe. Et c'est une classe qui comprend les opilions, non, les opilions, pas les opinions, les opilions, les solifuges, les amblypiges, les uropiges, les palpigrades, les schizomides et enfin les... Ah non, il y a les pseudoscorpions aussi. Mais les pseudoscorpions et les araignées. Donc les araignées, elles sont dans tout ce petit bordel là. Et tout ça, ce sont des ordres et ce ne sont absolument pas des insectes. On prend les insectes et on les met à côté. Tous les arachnides, donc tout ce qu'on vient de citer là, ils ont tous une composition physique, morphologique, commune. Ils ont un corps séparé en deux parties, contrairement aux insectes qui, eux, en ont trois. Tête, thorax, abdomen. Et bien les arachnides, il n'y en a que deux. Ils ont tous 10 membres avec 4 paires de pattes locomotrices. Mais ils ont en plus, tous les arachnides, ont une paire d'appendices sensoriels. En gros, ça fonctionne un petit peu comme des pattes, mais ça va servir à toucher, sentir un peu tout ce qui se passe tout autour. Chez les scorpions, par exemple, ces appendices se sont transformés en pinces. Et ces appendices-là, on les appelle des pédipalpes. Ça veut simplement dire, littéralement, pattes qui touchent, pattes qui palpent. Alors que les insectes, eux, ils n'ont pas de pédipalpes, non, ils ont tous une paire d'antennes. Elles peuvent être très longues, elles peuvent être très courtes aussi, mais ils ont tous une paire d'antennes. Les arachnides n'en ont absolument pas. Et par contre, l'appareil venimeux, c'est absolument pas une caractéristique des arachnides. C'est-à-dire qu'on a toujours tendance à croire que les araignées, les scorpions, parce qu'ils sont venimeux, tous les arachnides sont venimeux. Non, c'est un sophisme. Un sophisme, qu'est-ce que c'est? Ce chat est blanc, donc tous les chats sont blancs. L'appareil venimeux, la fonction venimeuse chez les arachnides n'est pas une caractéristique commune. Donc ça, on l'oublie. Les scorpions, tu vois, eux, ils ont un appareil venimeux. C'est-à-dire qu'à la fin de leur corps, ils ont ce bulbe qu'on appelle le telson. Et au bout de ce telson, il y a l'aculeus. Donc en gros, c'est le petit aiguillon qui permet d'inoculer un venin. Les opilions, ils n'ont pas de venin. Les uropiges non plus. Ils ont un appendice, eux, à la fin de leur corps, mais qui ne sert pas du tout à inoculer un venin. Donc on met l'appareil venimeux des arachnides complètement de côté, comme étant une caractéristique commune. C'est un peu comme les insectes. Tu vois, par exemple, les guêpes, les fourmis, les frelons, les abeilles, etc. Ça fait tous partie de l'ordre des hyménoptères. On connaît tous l'abeille qui a un dard, qui perd son dard, bon, chez Apis mellifera, voilà, toutes ne font pas ça. Et tu as d'autres abeilles, des abeilles qui n'ont pas du tout d'appareil venimeux. Elles n'ont pas de dard, tout simplement. Donc elles sont incapables de piquer. Comme les petites abeilles, par exemple, d'Amérique centrale. Ça, c'est super, ça. D'ailleurs, en plus, ce qui est génial, c'est que tu peux les approcher de tellement près, du coup, parce que t'as pas peur. Et elles s'en foutent de toi. C'est trop beau. T'as des images superbes. J'aimerais bien y retourner. Donc les araignées, ou Aranea en grec ancien, c'est un ordre qui comprend les mésotèles, qui sont en fait des araignées terricoles, qui sont hyper dures à voir, c'est chaud, comme les Liphistius, tu vois, donc les Liphistiomorphes, des araignées qu'on appelle des trapdoors, t'as vu cet anglais de ouf, donc des araignées qu'on appelle des trapdoors qui creusent un tunnel comme ça sous la terre, avec une petite trappe, plein de petits fils qui permettent de capter les vibrations et elles sortent en une fraction de seconde pour choper leur proie. Et le petit détail qu'elles ont, ces araignées-là, c'est qu'elles ressemblent un petit peu aux araignées primitives puisqu'elles ont un abdomen, donc l'abdomen chez les araignées, c'est la partie postérieure, qui est segmentée. Là, il y a presque un espèce de petit bouclier quand tu regardes une, ce que tu ne retrouveras pas chez les opistotèles justement, qui est composé des araignées vraies, donc les aranéomorphes, et des mygalomorphes. Si tu veux savoir la vraie différence entre les deux, je t'invite à aller regarder la vidéo que j'ai fait dessus, mygale ou araignée, elle est super. Et donc l'ensemble de tout ça, il y a à peu près 50 000, enfin c'est pas à peu près, c'est un peu plus même d'ailleurs, plus de 50 000 espèces décrites en 2023. Je précise bien en 2023 parce que
dans les années qui arrivent, peut-être que le nombre va changer. C'est pas peut-être, c'est même certain. Donc on précise toujours en l'état des connaissances actuelles. C'est un petit détail, mais c'est important. Et moi, parmi ces 50 000 là, comme je suis un bon escroc, je vous en donne que 5. Ouais, c'est comme ça qu'on fait une bonne vidéo YouTube, non? Non, plus sérieusement, j'aurais adoré vous faire des vidéos sur toutes les espèces d'araignées, mais c'est même plus une vidéo, c'est un séminaire. C'est même probablement plusieurs années d'arachnologie. Par contre, je vous invite à vous renseigner, si vous voulez en savoir plus, à vous renseigner sur le GEA, c'est le groupe d'études des arachnides. Vous pouvez trouver sur Facebook, ils ont une revue périodique d'ailleurs qui est très bien faite, mais c'est un peu pointilleux quand même. Sinon, vous avez les guides de la chaux qui sont des guides de terrain et qui sont très complets, que je recommande. Et vous avez aussi les éditions NAP, qui sont des bouquins d'un niveau plus ou moins équivalent, mais voilà, tout se vaut, tout est bien. Alors on va commencer avec les fausses veuves noires. On commence par ça parce que c'est une araignée qui fait frémir et elles sont pas connues. Je termine avec les plus connues, du moins les plus représentées pour la fin, parce que celle-ci, c'est important que vous sachiez ce que c'est. Ces araignées sont des stéatoda ou des parastéatoda. Généralement, on retrouve plus communément dans la maison des stéatoda grossa ou des parastéatoda tepidariorum. Et on les appelle les fausses veuves parce que ce sont des araignées de la famille des Theridiidae. Et la famille des Theridiidae, c'est celle qui comprend toutes les veuves du monde. Par contre, il faut bien que vous compreniez que je dis veuve et pas veuve noire, parce que chez les veuves, il y a une trentaine d'espèces et finalement, il n'y en a qu'une qu'on appelle vraiment la veuve noire. Paradoxalement, tu vois, l'une des veuves les plus représentées sur la planète, c'est la Latrodectus geometricus et elle n'est pas noire, elle est marron beige. Pardon, j'ai roté, il fallait qu'il sorte celui-là. Je l'avais depuis tout à l'heure. Attends, je reprends mon souffle. Et cette veuve noire s'appelle Geometricus parce qu'elle a la capacité de faire un cocon en forme d'étoile, on dirait un espèce de gros virus. Et du coup, toutes les araignées de la famille des Theridiidae, donc c'est ce qu'il y a là-dedans, elles ont toutes une forme caractéristique. Elles ont un abdomen bombé, elles ressemblent à l'araignée dans Spider-Man, et elles ont des pattes courtes et très fines. D'ailleurs, j'en ai 2 ou 3 tatoués sur les pieds, maintenant tant que j'y pense, en fait c'est ça que j'ai sur les pieds. J'ai ça et une Gasteracantha. Le motif chez ces araignées est complètement différent en fonction de l'espèce. Par exemple, la Steatoda paeculiana, qui est une araignée française, elle va être noire avec des taches rouges. D'ailleurs, elle ressemble à s'y méprendre à une vraie veuve noire ou alors à la veuve malmignate, qui est la Latrodectus tredecim guttatus. Putain, faut vraiment les retenir, tous ces noms latins. Mais au moins, je me fais comprendre à l'international et ça c'est cool. Et ouais, c'est une araignée qu'on trouve dans le sud de la France. Rassurez-vous, encore une fois, même si son venin est supposé avoir un analogue toxique à la composition de la latrotoxine, donc en fait le venin de la veuve noire, elle n'a jamais mordu personne, personne n'est jamais mort. Enfin, il n'y a aucun cas de décès lié à cette araignée. Et je vous rassure, du coup, elle est complètement inoffensive. En plus, c'est une araignée qu'on trouve dehors. Elle n'aime pas trop aller à l'intérieur des maisons. Vérifiez quand même vos garages. On sait jamais. Du coup, les Steatoda grossa et les parastéatoda, on en croise souvent dans les placards à biscuits, derrière le frigo, derrière les meubles. Quand on les trouve, elles sont généralement installées là depuis un moment. Et c'est souvent des femelles qui sont installées là avec leur cocon. Ouais, je sais, ça vous fait frémir, mais trouver des femelles dans leur toile avec des cocons, ça reste quand même caractéristique de ces deux espèces-là. On va parler d'une autre caractéristique de la famille, c'est la forme de la toile. Je vais vous apprendre à reconnaître une toile de Theridiidae, une toile de Steatoda. Les Theridiidae ont la particularité de faire des toiles irrégulières. Qu'est-ce qu'une toile irrégulière? C'est des fils de soie qui sont accrochés les uns avec les autres, entre lesquels il y a de l'espace, donc c'est une toile qui respire mine de rien, mais qui part dans tous les sens en fait. Ce sont des toiles qui sont des fils de soie qui sont collants pour capturer un maximum de proie. C'est un périmètre de chasse en 3 dimensions parce que c'est devant, derrière, par en dessus, au-dessous, c'est un peu de partout. Donc c'est un gros dédale de toile difforme en fait, qui permet de piéger des proies de tous les côtés. Et ces deux araignées-là, elles ne possèdent pas de retraite, comme par exemple certaines espèces d'araignées qu'on trouve dehors, qui est hyper bien connue, l'Araeneus diadematus, donc l'épère diadème, qui possède une retraite, donc qui va aller se cacher sous une feuille pour se protéger des prédateurs et qui n'est pas tout le temps au centre de sa toile. Non, elles vont attendre vraiment quelque part directement dans ce dédale de toile. Et si vous avez la chance de les observer chasser, là vous gagnez le jackpot parce que ces araignées, il y en a d'autres qui font ça, quand une proie va se prendre dans la toile, ces araignées vont venir, donc elles vont sortir de leur petit poste là, de leur affût, donc elles vont venir se mettre dos à la proie et venir balancer avec les pattes arrière
un max de fil de soie en fait. Bam, 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 elle lui balance vraiment la méthode de Spider-Man pour engluer la proie qui s'embourbe encore plus dans les fils de soie. C'est-à-dire que tu te débats dans de la soie, mais tu t'embourbes encore plus parce que l'araignée elle vient de balancer encore plus de soie. C'est de la soiception, tu vois, c'est un truc, t'en as à outrance. Et ça permet de capturer des très grosses proies comme des coléoptères qui peuvent faire 50 fois la taille d'une araignée. C'est ahurissant. D'ailleurs, certaines espèces de veuves sont capables, grâce à cette technique, de capturer des proies qui sont 1000 fois, 2000 fois plus lourdes qu'elles, comme des petits mammifères ou même des serpents. Vous pouvez aussi les identifier grâce à leurs cocons. C'est des cocons qui sont ronds, bruns, clairs et assez ronds, mine de rien, dans lesquels il y a une cinquantaine d'œufs. Tous les petits, lorsqu'ils sortent de l'œuf, il faut qu'ils se nourrissent forcément et la femelle n'allaite pas leurs petits. Il y a des araignées comme les Eresus qui se laissent mourir pour que les petits viennent manger la mère, mais les petits ici, non. Ils attendent que des proies viennent se prendre dans la toile principale et ils viennent manger la proie tous ensemble, un peu à la méthode des têtards chez les anours. Les anours, c'est les grenouilles et les crapauds. Je te le dis, c'est gratos. Et c'est juste ouf quoi. T'as des tout petits bébés comme ça translucides qui viennent tous se mettre autour d'une proie. C'est beau. C'est beau. Et du coup, ça en fait une araignée hyper utile dans les placards. Moi, je me souviens, ma mère, elle s'échinait à chaque fois pour les virer. Ah, mais il y a des vermines, Tu sais, les insectes qui viennent parasiter nos boîtes de céréales, là. Si t'avais des stéatodas dans les placards, t'aurais plus de vermines. Think about it. Ah. C'est quoi ? J'ai dit, j'ai retiré mon poil qui était infecté, là. Et j'ai du pus de mon corps sur mon ongle, comme ça. Et tu sais que je vais m'essuyer comme ça. Vive l'hygiène. Putain. Tu m'étonnes que je sois célibataire. Donc on vient de voir 2 araignées et maintenant on va passer à la 3e, c'est le Pholcus. Ou la Pholcus, je me souviens même plus si c'est féminin ou masculin, je m'en fous, c'est comme ça. Donc je viens de dire la Pholcus. Et on va se concentrer principalement sur la Pholcus phalangioides parce que sa cousine Pholcus opilionoides, elle vit plutôt à l'extérieur. Alors que celle-ci, c'est l'intérieur, donc c'est celle-ci qui nous intéresse. Et puis en plus, elle supporte moins bien le froid. Et la stabilité du climat dans nos foyers permet une meilleure incubation des œufs, etc., etc. Et c'est une araignée qui fait partie de la famille des Pholcidés et il existe en 2023 389 espèces de Pholcus décrites. Et ces araignées sont les faux faucheux. Les faux faucheux. On les confond avec les vrais faucheux qui sont en fait un autre ordre d'arachnides qu'on a cité précédemment mais qui sont les opilions. D'ailleurs, Pholcus opilionoides, ça veut dire qui ressemble à un opilion. Il y a tout qui prend son sens là. Et on les appelle faucheux injustement ou justement parce qu'elles ont un corps qui est quand même très fin pour des pattes qui sont immensément longues et surtout fines et translucides. Et ces araignées tissent des toiles irrégulières aussi, sauf que là, l'aspect par rapport au stéatoda est différent. La texture aussi est différente. C'est un fil de soie qui est beaucoup plus fin, beaucoup plus léger et plutôt que de coller par un agent collant, il colle par sa quantité. Tu vois, c'est-à-dire que le fil de soie part dans tous les sens à droite à gauche, c'est-à-dire que la proie est enroulée dans une énorme pelote, plus qu'un morceau de scotch, si on devait comparer. Ces araignées sont complètement inoffensives pour les humains. Elles ne sont même pas capables de percer la peau humaine, même celle d'un enfant. Rassurez-vous, c'est pas celles-ci qui vont venir vous piquer ou pondre des œufs dans votre bouche pendant la nuit. De toute façon, il n'y a aucune araignée qui fait ça. C'est tellement des conneries. Bien que leur venin puisse paralyser des araignées beaucoup plus grosses. Et ces araignées sont les tégénères. Et c'est notre 4e espèce qu'on va voir aujourd'hui. J'ai vu qu'il y en avait beaucoup d'entre vous, vous êtes actuellement d'ailleurs plusieurs millions, qui avaient vu la vidéo que j'ai faite sur la tégénère. Déjà, je voulais vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'ai regardé les stats, elles sont plutôt bonnes. Mais surtout, j'espère que cette vidéo vous a permis d'y voir plus clair et de comprendre un peu mieux cet animal qui a mauvaise réputation alors qu'en fait finalement c'est complètement inoffensif. Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la voir déjà parce que vous allez apprendre plein de choses. Et deuxième, c'est bien, moi ça me fera un peu de thune. Cette araignée, la tégénère que vous voyez qui est là, c'est un petit spécimen, on prend ce qu'il y a, je l'ai trouvé dehors dans le garage. Et cette araignée fait partie de la famille des Agelenidae. Alors c'est un peu un abus de langage pour parler de 3 genres principaux. Les Aterigena avec 5 espèces, les Eratigena avec 38 espèces et les Tegenaria avec 121 espèces. Les tégénaires, elles sont redoutées parce qu'elles font des grandes toiles, elles sont noires, vives, rapides, elles sont efficaces, elles ont les yeux qui luisent dans la nuit et puis surtout au milieu de l'été ou quand il commence à faire un peu bon, on les trouve
en train de parcourir librement le salon comme ça, dans le plus grand des calmes. Et il faut dire qu'elles ont quand même une grande taille puisque c'est l'une des 2 araignées les plus grandes de France. Ces araignées se trouvent principalement dans des coins de maisons, dans des endroits plutôt calmes et peu fréquentés. Pourquoi peu fréquentés? Eh bien parce que si c'était plus fréquenté, on aurait ce vieux réflexe de détruire la toile tout simplement. Donc elles vont se mettre là où il y a peu de passages, dans lesquels elles vont pouvoir justement faire leur toile et prospérer tranquillement. La toile que tisse cette araignée est caractéristique. C'est-à-dire qu'elle va tisser, par rapport aux autres, une toile en nappe. C'est-à-dire que c'est un tapis de soie qu'elle va tisser au fur et à mesure que la toile s'abîme et aussi au fur et à mesure de l'âge de l'araignée, qui peut être plusieurs années, pour toujours faire en sorte de fonctionner comme un filet dans lequel vont tomber les proies. Sauf qu'elle n'est pas visible sur sa toile. Non, elle va se cacher dans une retraite. Ça peut être un trou de mur, ça peut être entre un meuble et le mur, ça peut être plein de choses. Du moment que c'est une anfractuosité envaginée dans quelque chose, que ça se dit, et dans laquelle l'araignée va pouvoir tisser une toile en forme de tubulure, donc un tube, et se cacher dedans pour se protéger, parce que ces araignées ont très peur de plein de choses. Et elle ne sort que pour, j'allais dire 2 raisons, mais on va dire 3 raisons. Les 2 premières, c'est elle sort pour manger quand une proie tombe sur sa toile, elle sort pour tisser sa toile, et il y a la 3e raison, elle sort pour se reproduire. Sauf que, si les femelles de cette espèce restent toute leur vie au fond de leur retraite, finalement, celles qui nous surprennent au milieu de nulle part, comme ça, dans le salon, alors qu'on regarde la télé, ce sont les mâles. Les mâles qui sortent uniquement pour pouvoir se reproduire, une fois qu'ils ont atteint la maturité sexuelle, avec les femelles qui, elles, sont cachées. Les femelles ne s'exposent pas. Et ça, on retrouve ça chez beaucoup d'espèces d'araignées. Une femelle, c'est un organisme qui possède la capacité de produire des petits. Il y a même des organismes qui produisent des petits sans les mâles. Ça veut dire que c'est l'individu qui va veiller sur les petits, qui va veiller sur le cocon, qui va assurer la protection de la progéniture. Donc on ne s'expose pas, on reste au fond de sa retraite et on ne prend pas de risques. Les mâles, c'est au casse-pipe. C'est une araignée qui est très utile dans nos foyers parce qu'elle va s'attaquer à un autre type de proie. C'est-à-dire que si tu as des araignées comme les Steatoda ou même les Pholcus qui vont s'attaquer à des proies qui sont plutôt volantes, les tégénaires, elles vont plutôt s'attaquer à des proies qui sont rampantes, comme les blattes, donc on les connaît aussi sous le nom de cafards ou cancrelats, c'est la même chose. Tu sais, une maison, il faut que ça vive, il faut que ça respire aussi, il faut qu'il y ait du passage. Et les tégénaires, elles servent à équilibrer toute l'entomofaune de la maison. Une maison trop nettoyée, c'est jamais bon. Un truc aseptisé, de toute façon, souviens-toi, c'est à l'hôpital que tu as le plus de chances de choper une surinfection liée à une opération. Pourquoi ? Parce que tu es entièrement stérile. Voilà. Les maisons, c'est pareil, t'as une maison qui est complètement stérile, je sais pas, tu développes des allergies, t'as des infections, des punaises de lit. Des punaises de lit. Mais d'un autre côté, quand c'est trop insalubre, c'est pareil aussi. L'équilibre. Et concernant le venin, pareil, tu vois, moi je me suis fait mordre une 20aine de fois. Comment il a fait le mec ? Volontairement. Il fallait que je teste, j'ai fait don de mon corps à la science, mais de mon vivant, tu vois, pour pouvoir vous dire. Et en fait, à part une rougeur locale, t'as pas grand chose finalement. Ça peut gratter, démanger, quand tu commences à te faire mordre pour la 20e fois consécutive en 3 semaines. Au bout d'un moment, tu commences un peu à te gratter. Mais par contre, c'est sans danger d'un point de vue médical, c'est sans danger notable pour l'espèce humaine. Il n'y a pas de répercussions physiologiques non négligeables sur le corps humain. D'autant plus que c'est pas un venin qui est supposé nécrosant, c'est-à-dire qu'il ne génère pas la mort des tissus, la mort des cellules. Non, c'est un venin neurotoxine. Donc on est plutôt sur une petite rougeur locale, donc ça c'est la réaction inflammatoire, mais pas de troubles nerveux ou autre, pas de spasmes. Toujours est-il qu'il faut toujours, en tant qu'espèce humaine, faire attention à son terrain allergique. Mais ça vaut aussi pour les cacahuètes et les fruits de mer. Et on termine cette vidéo avec la 5e espèce, une espèce encore une fois qu'on trouve dans nos maisons, mais pas que, mais dans nos maisons, mais pas que, mais on en trouve quand même plus dans la maison, mais aussi dehors. Mais la fameuse, que dis-je, la légendaire Zoropsis. La Zoropsis spinimana. C'est joli comme nom. Zoropsis spinimana. Et c'est une araignée qui est devenue légendaire à cause, on va dire plutôt grâce à sa colonisation extrême de la France métropolitaine. Parce que oui, c'est pas une araignée à la base qui est originaire de France. Elle vient d'un peu plus à l'est. Mais elle n'a pas été introduite. Elle est venue toute seule. Et elle a fait ça en 15 ans.
C'est-à-dire qu'on la connaissait pas, personne ne la connaissait, puis d'un coup, paf, ça pop de partout. Elle est très forte, parce qu'en plus, elle a colonisé tout type de milieu. Surtout anthropique, ça veut dire proche des humains, mais tu en trouves dans les jardins, humides, secs, tu en trouves vraiment partout. Il n'y a pas genre un endroit précis dans la maison ou dans ton jardin où tu peux en trouver. Si, peut-être dans le jardin, sous les bâches, ou derrière dans les talus de bois, ou alors entre deux plaques collées l'une à l'autre. C'est une araignée de la famille des Zoropsidés et le genre Zoropsis, il comprend 15 espèces. C'est discuté entre 15 et 14, voilà, on verra avec les années suivantes comment ça évolue. Mais aucune de ces araignées-là sont réputées dangereuses. Cependant, pour le coup, celles-ci sont capables de mordre et de percer la peau humaine, mais c'est pas parce que ça veut dire capable que tu vas le faire. Par exemple, je peux étrangler de mes mains un enfant. Je vais pas le faire. Mais je suis capable, mais je vais pas le faire. Et ces araignées-là, bah c'est pareil. Le seul cas de morsure que vous pouvez retrouver, c'est quand cette araignée est flippée, c'est-à-dire que sa vie est radicalement en danger. Mais comment vous allez faire pour faire comprendre à cette araignée-là que sa vie est en danger ou pas? Non. Une mère avec ses petits qui veille sur son cocon, qui se fait déloger dessous sa bâche alors qu'elle est là depuis quelques semaines, elle va être en panique, hein, elle va être sur la défensive, donc c'est totalement normal. Mais c'est une araignée que vous pouvez manipuler sans problème, à condition que je vous ai dit que ce ne soit pas une femelle qui soit en train de couver ses petits, quoi. Toutes les mères du monde feraient pareil, donc c'est compréhensible. Et une petite particularité par rapport au fil de soie, contrairement à toutes les autres espèces qu'on vient de voir, les Zoropsis sont des araignées cribellates. Ça aussi, c'est joli comme mot. Cribellate, ça veut dire qu'elles possèdent un cribellum. Donc ce sont des pièces au niveau de l'abdomen, à la fin de l'abdomen, qui permettent de tisser une toile particulière. C'est une toile, contrairement aux autres, qui va être molletonnée. Vous ne pouvez pas vous tromper, ça se voit. Quand on regarde un fil de soie, c'est pas un fil, c'est plein de fils qui sont en espèce de zigzag comme ça et qui partent dans tous les sens et qu'on va retrouver souvent autour des cocons. Parce que oui, cette araignée-là ne tisse pas de toile piège, c'est une chasseuse terrestre. C'est-à-dire que contrairement aux autres qu'on vient de voir avant, qui utilisent leur toile pour piéger leur proie, cette araignée-là chasse à vue. Elle n'utilise pas de toile. Sa toile va uniquement lui servir à faire un cocon et donc à créer ce cribellum, enfin pas ce cribellum, mais cette toile cribellate autour du cocon qui va protéger en fait des prédateurs, puisque c'est chiant à passer, ça colle de partout, ça se colle partout, mais surtout qui est un super isolant. Ouais. Du froid et de l'humidité. Et même si ces araignées passent l'hiver dans les jardins cachées sous une bâche, généralement, eh ben, on peut en retrouver dans les maisons parce qu'elles aiment bien la fraîcheur. Si elles pouvaient éviter de braver les conditions climatiques de l'extérieur, eh ben, elles le feront. Ça les arrange. Je pense que ça arrange beaucoup de monde. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à commenter si vous avez des araignées que vous n'arrivez pas à identifier chez vous. Je suis sûr que la communauté, que j'adore, d'ailleurs j'adore ma communauté, vous êtes tous hyper bienveillants et ça c'est super, il n'y a pas d'embrouille, pas d'insultes sur chacune des discussions, on adore ça, on valide. Mais cette communauté pourra vous aider et surtout abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez en savoir plus sur tous les animaux de la planète, parce qu'il y a aussi beaucoup et plein de belles vidéos à droite à gauche, et à activer la petite cloche pour avoir la notification quand une vidéo sort. N'oubliez pas non plus de vous abonner à mon compte Instagram pour recevoir toutes les nouvelles et actualités concernant tout ce que je fais en temps normal, parce que oui, Animaux mode d'emploi, c'est pas simplement du reportage animalier sur YouTube, c'est aussi beaucoup d'autres choses. Donc si vous voulez accéder aux coulisses, c'est sur Instagram. C'est ici que je vous laisse, c'était Yvan pour vous servir. À bientôt sur la toile, paix et prospérité sur votre peuple. Ciao.